Bonsoir messieurs, dames. Avec un peu de retard, on va pouvoir ouvrir la séance du conseil municipal du 7 juillet 2025. Je vais donc procéder à l'appel. Isabelle Le Saint. Présente. Rémi Loriquier. Présent. Marlène Nebal est absente. Sébastien Lolo. Présent. Sophie Pacari est absente et a donné procuration à Jean-Michel. Noël Pied-Noir est absent et m'a donné procuration. Françoise Passé-Gaspari est absente et a donné procuration à Thomas Dimambro. Jean-Michel Pouille. Présent. Julie Keshvadi. Présente. Alain Charbonnel. Présent. Annabelle Dartenay est absente et a donné procuration à Julie Keshvadi. Pascal Doublet est absent et a donné procuration à Rémi Lerequier. Thomas Dimambro. Présent. Maxence Marmiès est absent et a donné procuration à Sébastien Lolo. Jérémy Durier. Présent. Clélia Jarnier est absente et a donné procuration à Isabelle Le Saint. Sylvie Martin-Pernel est absente et a donné procuration à Alain Charbonnel. Christelle Le Provost est absente et a donné procuration à Valérie Lepage. Valérie Lepage. Présente. Laurence Lefebvre. Présente. Sylvie Gatté est absente et a donné procuration à Annie Roumi. Dominique Taillebois est absent et a donné procuration à Annick Gringor. Annie Roumi. Oui, présente. Gilles Tourment est absent et je n'ai pas de procuration. Daniel Le Chapelain Présent. et Annie Gringor. Présente. Je propose à Daniel d'être notre secrétaire de séance. Mais avec joie. Je remercie la presse pour sa présence ce soir, assidue toujours aux conseils municipaux de Saint-Père et bienvenue au public. Donc l'ordre du jour est un ordre du jour relativement allégé. Nous avons souhaité le faire donc en 2 temps par rapport au conseil de la semaine dernière. Là on a en urbanisme une première délibération qui est importante, c'est l'arrêt de projet de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine et des bilans de concertation sur un site patrimonial remarquable régi par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire l'acronyme AVAP. Deuxième point d'urbanisme, c'est un avis sur le projet de plan de prévention des risques littoraux, acronyme PPRL, sur les 4 communes de Saint-Père-sur-Mer, Carolle, Jullouville et Granville. Et enfin, troisième et dernier point en urbanisme, la mise en vente des 4 parcelles viabilisées dans le lotissement du Moulin. Nous aurons aussi un point sur le tableau des emplois pour les ressources humaines et un point en administration générale de lutte contre les déchets abandonnés avec la proposition d'une étude d'un groupement de communes. Voilà, et puis quelques questions diverses. Donc si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer par le premier point et je vais donner la parole à Jean-Michel. Bonsoir à tous. Donc je vais vous dérouler ce soir le point de situation au niveau de la VAP. Donc je pense que tu mets le point en route. Il y a un peu de temps à arriver, mais c'est pas grave. C'est le soir. C'est la soirée, je pense. C'est la soirée. C'est dedans, c'est dedans. Voilà, d'accord. Donc je vous exposerai un petit peu, dans un premier temps, le calendrier de concertation. Ensuite, la composition du projet AVAP, un rappel du périmètre et des différents secteurs, et après un rappel des gradations à travers les gens de règlement graphique, une présentation du fonctionnement du règlement écrit que j'ai ici, et les étapes à venir. Donc on va commencer par le calendrier de concertation. Je fais une petite signure. Voilà, d'accord. Voilà, donc ici, en jaune, vous avez le plan où nous en sommes aujourd'hui actuellement. Donc, délibération des conseils municipaux qui devait s'effectuer à la suite à la CLAVAP numéro 4 qui s'est tenue le 13 mars 2025 et qui a validé le règlement écrit et le règlement graphique.
Ces deux documents devraient être présentés au conseil municipal. Il y a déjà 2 communes qui ont voté. Donc c'était la commune de Granville et de Carole qui ont voté la semaine dernière et qui ont validé le projet. Vous voyez qu'il y a un long processus qui a démarré à compter du 31 du mois de mai 2022 et qui a abouti donc pour la première étape donc au 13 mars 2025 par le vote et l'acceptation par tout, à l'unanimité, moins une abstention, du règlement écrit. Donc la délibération avec les conseils municipaux. Étape suivante, il y aura dès qu'on aura donc tous délibéré, les règlements écrits et le règlement graphique vont être étudiés par les personnes publiques que sont la DRAC, l'UDAP, donc pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et après, nous, on passe dans ce qu'on appelle la commission régionale patrimoniale le 9 octobre 2025 à Caen. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, dans cette phase, on a fait une première phase de diagnostic. On a travaillé avec les associations, avec différents collectifs, et donc qui a duré presque un an. Après, on a défini les différents éléments de stratégie au regard du règlement de la VAP, et après, on a élaboré le règlement écrit et le règlement graphique. D'accord. Le dossier, comment se compose-t-il? Il se décompose d'abord d'un rapport de présentation, dans laquelle on découvre les objectifs de l'aire complétés par une annexe de diagnostic architectural, patrimonial et environnemental. C'est à partir de ce diagnostic qu'en fin de compte, on a élaboré en particulier l'aire graphique. On en a déterminé les enjeux patrimoniaux et donc l'objectif final de la VAP. Donc se joint à ce dossier un règlement écrit et un règlement graphique, qui fait apparaître différents éléments. Alors le règlement écrit. Dans le règlement écrit, il y a un premier cahier qui, lui, concentre tout ce qui concerne le cadre de l'application réglementaire, le cadre législatif, juridique et le mode d'emploi. Un deuxième cahier qui est le règlement proprement dit, où là, on détermine les différentes règles applicables dans tous les secteurs. Alors, il y a des règles urbaines, il y a des règles paysagères et il y a des règles architecturales. Et après, on verra les différents types de bâtiments qui sont concernés. On a 4 types, les immeubles protégés au type de la VAP, les immeubles non protégés, ce sont les plus nombreux, les constructions neuves et les commerces. Alors là, je vous ai mis derrière, après vous avez la table des matières du règlement écrit, avec en haut à gauche, vous avez le premier cahier de l'application réglementaire, c'est tout ce qui concerne le cadre législatif, juridique, le dossier archéologie et le mode d'emploi du règlement écrit. Le deuxième cahier, qui est le règlement écrit proprement dit, vous avez le cadre général, et après c'est déroulé élément par élément, avec les règles urbaines, les règles paysagères et les règles architecturales. Chacune détermine quelques applications. D'accord. Le règlement graphique. Alors je ne sais pas si on peut le mettre un peu plus, si on peut l'agrandir un peu. Alors, vous avez donc, on voit ici le pourtour de, si on peut le monter, voilà. Pour nous, ça commence à hauteur des murs de la propriété de Julie Cajvani. D'accord. C'est le petit parking en verre. Donc vous voyez, ça passe juste au droit de la ferme de Michel Chaplin. Après, on monte un petit peu de la rue Joseph Marinier. On englobe une partie de la commune de Saint-Père. Ça remonte donc après la route de l'Ezo, ça englobe le Carmel. Vous voyez la petite dent du Carmel qui est ici. On va jusque sur un petit peu avant le rond-point qui permet d'accéder à l'EHPAD. Donc c'est en fin de compte la route de l'Ezo. Et après on descend au droit, direction la grâce de Dieu. Après on a une zone verte qui est une zone paysagère. On franchit le Tard et on longe donc toute la digue de Quéron jusqu'au Pont Bleu. Ça c'est notre aire qui nous concerne de nous. Alors, au début des études que nous avions faites, nous n'avions pas inscrit le Carmel au départ, d'accord. Et le Carmel, on l'a inscrit plus tard, en fin de compte, parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas encore. Donc, il avait été décidé de le protéger, et pour le protéger, on l'a donc inscrit dans la VAP, d'accord. Et on a à un moment donné bataillé pour essayer d'inscrire Créombourg, mais il n'y avait pas de continuité possible entre Joulouville
et Quérambourg, donc en fin de compte, ça a été abandonné. Mais rassurez-vous, Quérambourg est pris au titre des règles patrimoniales dans le PLUI. Voilà, donc normalement, il sera patrimonialement protégé. Donc vous voyez, c'est un secteur qui est assez étendu, mais quand même qui est 2 fois moins important que celui de la vague précédente. Voilà. Alors dans ce pourtour, vous avez des périmètres, vous avez des secteurs urbains. En fin de compte, le gros secteur urbain, pour nous, c'est la centralité du bourg, avec l'église, la place Charles de Gaulle, la rue Saint-Michel, tout ces trucs-là. On a le grand secteur de la frange littorale qui démarre depuis quasiment la rue Saint-Pierre, et la couleur jaune. La couleur jaune, c'est le secteur de la frange littorale. D'accord. Le secteur orange, secteur urbain, centralité faubourg, ça représente 119 hectares de superficie. Le secteur de la frange littorale, donc depuis la rue Saint-Pierre quasiment jusqu'au Pont Bleu, ça fait une superficie de 198 hectares. Et les secteurs naturels, entre le parc du château, l'embouchure du Tard et tout, c'est à PZS, ça fait, d'ailleurs une erreur, parce que moi j'ai 1700 hectares, ça ne colle pas tout à fait. Enfin bon, vous avez une petite erreur à ce niveau-là. Voilà. On va donc maintenant regarder à peu près les différents secteurs. Pour Saint-Père, dans la centralité urbaine et ce qu'on appelle les faubourgs, d'accord, en fin de compte, nous sommes concernés exclusivement par le centre-bourg. D'accord. Vous avez la petite photo qui est en haut, donc la place de l'église, on descend vers la zone nord-est, après donc et après, donc, la salle polyvalente est dedans et tout, enfin, quelques rues, la rue Sainte-Anne, une partie de la rue du Bio et tout. Voilà. Pour la frange littorale, les tissus balnéaires, ce qu'on appelle aussi le tissu, c'est là où on retrouve essentiellement le tissu pavillonnaire et collectif, qui constitue la façade sur le littoral. Nous, on a dans ces grands éléments, on a le casino de Saint-Père, on a jusqu'à la Grâce de Dieu, et on a aussi le Carmel. Un peu plus bas, on a donc le quartier de Beau-Soleil, et on a tout l'ensemble de Quéron-Plage, mais uniquement la première frange. D'accord. Au début des études, on était parti pour nous appuyer sur le Tard, descendre le long du Tard, mais ça impliquait beaucoup trop de monde. C'est-à-dire qu'on multipliait par 2 quasiment le nombre des bâtiments protégés qui aurait dû avoir une demande d'autorisation de la part de la BF. On l'a donc divisé par 2, on n'a mis que la frange littorale. D'accord. Et ça fait le lien avec Jugouville. Dans cette zone-là, les enjeux, il s'agit de préserver le tissu balnéaire, les tissus balnéaires, qui se sont composés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est tout à fait notre cas, entre la résidence d'Osiris, donc au bout de la rue Saint-Pierre, jusqu'à la Grâce de Dieu. Et après, il s'agit d'accompagner l'évolution des tissus pavillonnaires, en particulier sur la frange littorale au niveau de Quéron, les collectifs et les équipements qui constituent, comme on le retrouve sur la façade et sur le littoral. On a aussi nos secteurs paysagers. Donc nous, et c'est essentiellement l'embouchure du Tard à Saint-Père. Et on a aussi quelques secteurs paysagers qui sont sur le front de mer, entre la rue Sissi et la fontaine Saint-Gaud. Ce sont les jardins de toutes les villas qui sont sur le front de mer, d'accord, qu'il faut bien protéger. Voilà, ok. Donc ce sont des secteurs naturels qu'il faut protéger, c'est ce qu'on appelle les coupures vertes. Il y a le domaine public maritime, il y a le domaine paysagère, les parcs cimetières, et voilà. Et ensuite, bien sûr, il faut y ajouter préserver notre patrimoine identitaire qu'est l'estran, et notamment nos pêcheries, puisque nous avons quand même nos pêcheries sur Saint-Père qu'il faut protéger. Elles sont peut-être pas forcément en bon état, mais il faut qu'on veille à leur préservation. Alors maintenant, on va passer donc au règlement, à la légende du règlement graphique, qui est ici. Alors moi je ne vois pas très bien, donc je ne vois pas très bien. Je peux pas changer de lunettes, mais d'accord, on a la limite de alors donc sur le périmètre, il y a différents sigles. Donc là, il y a un sigle en haut que vous voyez qui détermine les monuments historiques. Et après, dans le périmètre AVAP, je vais quand même vous dire quelque chose. En fin de compte, dans le périmètre tel qu'il est défini maintenant, ce sont 1500 bâtiments, 1500 bâtiments qui sont concernés. D'accord.
Donc, parmi ces bâtiments, les bâtiments non protégés, on en a 1113, soit 74%. Et après, vous avez toute une zone assurée sur la carte où ce sont les bâtiments qui sont hors AVAP. En bâtiments dits d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire ceux qui ont un caractère, je dirais, balnéaire, c'est-à-dire tous nos chalets, toutes nos villas, qui sont à la fois sur le front de mer, qui sont rue Sainte-Anne, rue Charles de Mathurin, rue Charles de Livois, enfin dans tout l'ensemble des rues, rue Saint-Michel, rue du Prieuré et tout, ça nous fait 302 bâtiments qui sont concernés. D'accord ? Soit environ 20,1% des bâtiments impactés par la VAP. Les bâtiments d'accompagnement. Les bâtiments d'accompagnement, ce sont des bâtiments qui sont essentiellement regroupés autour de la place du bourg de Saint-Père. C'est-à-dire, c'est tout l'ancien hôtel des Bains sur le côté gauche, la boulangerie Monsieur Marchand, la partie de l'hôtel de France, Rocaville, tout ça, et toute l'autre part de façade où on trouve Pozzo, enfin tous les magasins et tout. Ces façades-là sont quasiment n'ont pas changé depuis la fin du 19e et début du 20e siècle. Mais elles ne sont pas considérées comme patrimoniales, mais comme bâtiments d'accompagnement, dont une gradation inférieure au niveau du traitement du niveau graphique. Ça représente 73 bâtiments, puisqu'on a aussi quelques bâtiments qui sont situés rue Saint-Michel. Mais l'essentiel se trouve place Charles de Gaulle. Après, on a un ensemble, alors on n'en a qu'un à Saint-Père, c'est ce qu'on appelle un ensemble d'intérêts formant continuité. Ce sont quelques bâtiments qui sont particulièrement typiques et bien typés. Et nous, à Saint-Père, c'est les 12 bâtiments qui constituent le chemin de la Hervière, c'est-à-dire entre la route de l'Ezo, et si vous prenez le petit chemin de terre qui passe, on retombe derrière sur les pannes. D'accord ? Et ces bâtiments-là, ce sont ceux-là qu'on appelle des bâtiments formant continuité. Voilà. 12 bâtiments, soit 0,8%. Après, vous avez toute la définition au niveau des paysages. Donc, les places, cours ou espaces libres que nous avons. Alors, on a des places qui sont un cours ou autre espace libre à dominante minérale à créer ou à requalifier. Là, c'est essentiellement la zone, c'est la place Charles de Gaulle et la zone nord-est. Parc ou jardin de pleine terre, c'est le Carmel. Donc, lui, il est sanctuarisé. Voilà, on n'y touchera pas, on ne pourra pas y toucher. Et après, on a dans les espaces libres à dominante végétale, ce sont les parcs des jardins, des villas qui sont sur le front de mer. Voilà. Okay. Bon, après, il y a d'autres espaces que nous, on n'a pas sur notre territoire. Après, on retrouve aussi en bas des remparts, murs de soutènement, murs de clôture. Vous avez remarqué qu'à Saint-Père, on a énormément de murs. Hein. Vous avez déjà tous les murs qui sont le long du Carrefour City, qui sont les vieux murs de Saint-Père. Et vous avez, quand vous descendez, le chemin Saint-Michel, le chemin de la rue, le chemin du Prieuré, tout ça, vous avez plein de murs, tous ces murs-là, qui sont des murs anciens qui sont à protéger. Voilà. Donc on a quelques séquences végétales, en particulier les arbres qui sont le long du mur du Carmel. On a quelques alignements à maintenir, des passages ou des liaisons piétonnes à maintenir ou à créer, en particulier sur le front de mer quand on est sur quand on prend la rue de Fontaine-Saint-Gau, vous avez deux passages, deux accès qui vont à la mer, hein, qui sont des petits accès qui vont être à préserver et tout. On a des cônes de vue, on a plusieurs cônes de vue, un cône de vue au niveau de au bout de la rue Saint-Pierre, au niveau de la rue Sissi, on a un cône de vue au bout de la rue Perchenet et tout, le cône de vue qui est au niveau du Tard et tout. Hein, voilà, c'est le cône de vue qu'il faut absolument préserver, avec des perspectives à mettre en valeur. Voilà. On a quelques éléments extérieurs particuliers, ce sont tous qui sont les puits, les croix, les boulets, tout ce qui a été répertorié. On a fait on a répertorié ces éléments avec les associations, en particulier Saint-Père-Vivôme, avec Un Avenir pour Saint-Père et tout. On a travaillé avec eux, en liaison avec eux, et en fin de compte, on a recensé tous les éléments. Alors, on a même recensé les plaques de visite des douanes qui sont sur le mur, par exemple, du Prieuré, et Saint-Michel. Voilà. Et donc, les quelques arbres remarquables qu'il y a aussi sur la zone. Donc, tout ça, c'est la partie du règlement graphique. Voilà. On va regarder le plan qui est derrière, qui reprend un peu tout ça. Si tu peux l'agrandir, Nicolas, s'il te plaît. Parce qu'il aurait fallu mettre les deux en parallèle. Voyez, donc le code couleur, le jardin de l'espace vert de Madame de Gély-Kejvadi. D'ailleurs, vous voyez le jardin du Carmel qui est dans la même signification. Les bâtiments violets, ce sont les bâtiments d'intérêt. Violets, c'est les bâtiments d'intérêt patrimoniaux.
Tout ce qui est en orange, ce sont les bâtiments dits d'accompagnement. Donc vous voyez le place Charles de Gaulle, la bout de la rue Sainte-Anne, le bout de la rue Saint-Michel. Et après vous avez les différents jardins qui sont sur la rue sur le front de mer. Et voilà un petit peu donc, les principaux éléments. Et quelques arbres remarquables qui sont à gauche ou à droite. Bon, tel que le dessin est là, on ne voit pas, il faut zoomer énormément pour voir tous les éléments patrimoniaux. Voilà. Le petit chemin en Poitillé, c'est... Alors, un jour, tu m'as posé la question, comment ça s'appelle Gaël, c'est pas la limite de la map, c'est un non, c'est un cheminement. C'est le GR. C'est le GR, voilà. Oui, ça avait posé question lors du débat public qu'on avait fait à la faisanderie. D'accord. En fin de compte, dans tout cet ensemble, quel est l'objectif pour les bâtiments d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire les 300 et quelques bâtiments que nous avons d'intérêt patrimonial. Ils sont 302, d'accord. C'est de faire attention, de veiller par rapport à, vous avez l'étoile qui explique, par rapport à leur historique, par rapport à notre histoire, hein, parce que le plus vieux doit dater de 1800, de 1850, un peu plus peut-être, par rapport à l'histoire, par rapport à l'ancienneté, par rapport à leur représentativité. Parce qu'à Saint-Père, nous n'avons pas que de l'anglo-normand, nous avons de tout. Nous avons type Belle Époque, nous avons des chalets, nous avons un chalet basque, nous avons une maison chinoise, nous avons des maisons avec le toit plat qui représentent une typologie nord-africaine et tout, donc il y a toute cette typologie-là présentée. Même de type comme le Belvédère, qui est un type un peu plus baroque italien et tout. Donc toute cette structure à protéger qui est particulièrement typique. Et même, enfin, qui est typique et atypique en même temps, puisqu'en fin de compte, on n'est pas anglo-normand comme d'autres villes qui sont spécifiquement anglo-normands comme Cabourg et tout. D'accord, ok. Il y a une unicité au niveau de ces bâtiments et il faut préserver leur caractère architectural. Donc, tous ces bâtiments-là, il y a donc des prescriptions. La démolition est interdite. Il y a des prescriptions qui concernent la préservation de leur caractère architectural. Toutefois, avec avec l'architecte des bâtiments de France, on a obtenu quand même, à force de dialogue, on a obtenu des évolutions, et d'autres évolutions pourraient s'envisager. On a énormément débattu sur tout ce qui était bâtiment, enfin tout ce qui était énergie, d'accord, en qui concerne tout ce qui est mise en place des panneaux solaires, ainsi de suite et tout, les cheminées d'évacuation, voilà, donc on a beaucoup discuté. Voilà. Ça, ce sont les bâtiments d'intérêt patrimoniaux. Il faut savoir quand même, il n'est pas demandé aux propriétaires de ces bâtiments de modifier tout de suite, de revenir en arrière tout de suite. Enfin, ce sont lorsque les gens effectueront des travaux, d'accord, ça peut être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'il faudra qu'ils appliquent le règlement de la VAP. Pour les bâtiments qui forment en continuité d'intérêt patrimonial qui sont à protéger, eh bien, vous avez vu les ensembles que c'était tout à l'heure sur la place Charles de Gaulle, éventuellement rue Saint-Michel, et bien par là, on a exactement les mêmes principes. Hein. La démolition est interdite et il y a des prescriptions pour pouvoir essayer de préserver le caractère architectural de ces bâtiments tout en préservant une cohérence d'ensemble. Parce qu'en fin de compte, ces bâtiments, effectivement, quand vous mettez du côté de l'hôtel des Bains ou autour du manège, par exemple, et vous regardez la façade qui est en face de vous, vous y allez, vous voyez qu'il y a une harmonie qui est obtenue entre tous les bâtiments et tout. Ça serait dommage d'aller faire quelque chose qui romprait un petit peu cette harmonie. Et pour les bâtiments d'accompagnement, donc le long du chemin du petit chemin de la Hervière, eh bien, en fin de compte, c'est aussi une question de préservation. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a déjà au moins 3 maisons trois propriétaires qui ont fait des travaux et qui sont rentrés tout à fait d'entrée de jeu dans la logique de la VAP. Voilà. En ce qui concerne ensuite donc, tout ce qui est parc, jardin de pleine terre, donc ça c'est le Carmel, eh bien, vous avez donc toutes les prescriptions qui sont en dessous. Limiter l'imperméabilisation. Dans le jardin du Carmel, il n'y aura pas d'imperméabilisation puisqu'on garde tel quel. D'accord, ok. Après, voilà, il y a donc limitation des surfaces. Et on veille sur tout ce qui concerne les allées, les espaces stationnés. Après, pour tout ce qui concerne les espaces libres, dominantes végétales comme le front de mer, de Sissi, autour de Sissi, rue Saint-Gaud, on limitera aussi les surfaces minérales. Pour l'instant, c'est pas trop catastrophique. Il y a très peu de surfaces vraiment imperméables.
Et en plus, après, on travaillera sur les espaces stationnés, voilà, en faisant un choix très, très, très judicieux sur ce qui concerne le revêtement et au perméable ou semi-perméable. Et après, dans tout ce qui est espace, cours, et voilà, place de Gaulle, promenade du Soleil couchant, place de l'Europe et tout, ben là aussi, pareil, hein, il y aura des travaux à faire, en particulier sur tout ce qui concerne la voirie, l'utilisation des matériaux et tout ce qui concerne la mise en valeur, la végétalisation, la préservation. Voilà. On va prendre le petit schéma, vous voyez, qui reprend par intérêt, vous voyez, pour tout ce qui concerne les parcs, jardins, protéger le mur de clôture du parc, ça c'est pour la maison de maître, secteur ouest, Malais, Saint-Père. Identifier et protéger les bâtiments d'intérêt patrimoniaux, ça c'est pour les bâtiments violets que l'on connaît parfaitement, puisqu'on les a parfaitement identifiés. Hein. La préservation des promenades et les accès sur le littoral, qu'il faut préserver, d'accord. Ensuite, si on descend, bon, améliorer l'aspect des constructions non protégées, bon, ça c'est à prendre en compte. Hein, et identifier les bâtiments et protéger les bâtiments d'intérêt patrimoniaux, d'accord. Voilà. Ah, mais ça c'est plutôt sur l'immobilier. Voilà. Bon, pour Saint-Père, vous allez, il y a respect sur le front de mer, il faut respecter les piscines, le réservoir, la retenue d'eau et nos pêcheries, d'accord. Voilà. Il y a les espaces, donc les espaces publics à requalifier et protéger l'ensemble de nos murs de clôture. Il n'y a pas que les murs de clôture entre les maisons, on a aussi tous les murs qui sont les murs de soutènement et qui soutiennent les villas qui sont sur le front de mer. D'accord. Et pour le Carmel, protéger le parc, le jardin, voilà. Ok. Ça, ce sont nos objectifs. Voilà. Quand on descend plus bas, eh bien, pareil, il faut préserver les promenades et les accès au littoral. Donc, ça, c'est sur la digue de Théron. Encadrer les futures constructions. Bon, c'est déjà ce qui se fait. On a un travail aussi à faire sur l'encadrer l'installation des panneaux solaires. Hein, sur les pans de couverture non visibles du littoral, et on doit aussi faire un travail sur l'encadrement de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Voilà, ça c'est les principaux éléments du document graphique et du règlement écrit. Là, on vous a mis... Pardon. Quand tu parles de préserver les murs de clôture, de ne pas les détruire. Hein, de ne pas les détruire, l'entretien incombe au propriétaire. Ah oui, au propriétaire, oui. Mais le propriétaire, comme il va être averti, il va être prévenu qu'il est dans sa zone. Et puis, on a déjà quand même pas mal de propriétaires qui nous contactent et qui nous demandent... Il y a quand même quelques maisons avec des beaux murs. De très beaux murs. Mais il y a de très beaux murs. Hein, il y en a qui sont moins jolis. Et je peux vous dire qu'actuellement, on veille avec l'urbanisme, hein, Sophie peut le confirmer, on veille à faire en sorte que certains murs soient préservés. Hein. Voilà. Oui, excuse-moi, rue Saint-Gau par exemple, ils ont tous un caractère privé. C'est ce que rue je Saint-Gau, veux dire. oui. Ah oui, rue Saint-Gau. Ces gens-là qui ont un mur sur la mer, c'est privé. Tout caractère privé, tout à fait. Non, oui. Si quelqu'un nous demande de faire une ouverture, ce qui est arrivé, d'accord, ou de faire un aménagement sur le mur, et bien, voilà, on pourrait lui dire, ben non, bon, actuellement, tous les cas, tout ce que nous avons eu à traiter était dans le pourtour du cercle lié au monument historique et l'église. Hein, le pourtour du cercle, il s'arrête à hauteur rue Charles-Livois. Oui. Voilà, donc c'est le plus au sud pour l'instant. Voilà. Et quand la map sera votée, on descendra tout le long. D'accord, okay, voilà. Mais bon, dans ce cadre-là, on travaille déjà bien dans ce sens. Voilà. Alors vous avez ici donc quelques exemples de demandes qui vont être effectuées. Voilà, bon, pour les couvertures, je vais vous lire le texte. Hein, pour les bâtiments protégés, il va être demandé la conservation et la restauration du matériau de couverture en place d'origine ou d'intérêt patrimonial. Bon, c'est déjà des choses qui se font et qui seront après même, qui sont relayées aussi dans le cadre qui sont liées plus tard au RAFA dans le cadre du PLUI. Hein. Pour les bâtiments non protégés, l'ardoise, la tuile, le zinc, bon, les toitures, terrasses, oui, voilà. Voilà, déjà c'est déjà bien fait ça. Hein, voilà. Il y a des travaux sur les façades. Bon, vous voyez ici quelques exemples de maisons patrimoniales. En fin de compte, ça c'est donc le Chalet des Pins, rue de Sissi, qui lui a quand même une façade remarquable avec les écorces de châtaignier. C'est quand même relativement rare, c'est quasiment très rare dans la région. On en trouve un petit peu sur des villes, je crois, à Nîmes on en trouve à Cabourg, à Ougat, voilà. Mais ici c'est la seule ici de la région, cette maison-là. Ça a été restaurée et tout, c'est une maison qui est remarquable, donc voilà. Après vous avez d'autres maisons, vous avez
maison en face de la boulangerie, de la rue de la mairie et tout. Donc tous les joints ont été refaits à la chaux. D'accord, ok, quand j'ai été refait à la chaux et tout, donc ils ont vraiment redonné à cette villa, un caractère patrimonial important. Voilà. Donc on a donc un travail sur les façades, un travail donc sur les enduits et sur les matériaux. Voilà. Et par exemple, vous voyez que sur la villa en face de la mairie, les volets roulants, par exemple, ne sont pas en coffrage extérieur. D'accord. Ils sont inclus à l'intérieur, ce qui fait que dans la journée, on ne les voit pas, donc ils ne gâchent pas le profil du bâtiment. Voilà. Il y a tout un travail aussi à faire sur les menuiseries. Hein, pour les bâtiments protégés, il y a des portes remarquables, de différentes couleurs, de différentes structures, avec un poste ou pas un poste, voilà, donc qu'il faut essayer de préserver, porte en bois, c'est possible et tout, voilà. D'accord. Ok, après vous avez donc alors dans le cadre du règlement graphique, non seulement on a travaillé sur les portes, alors on a travaillé aussi sur les boîtes à lettres, sur les aérations qui sont sur les sous-bassements et tout, sur les descentes de cartes qu'on peut trouver et tout. Donc tout ça a été pris en compte. Préservation si possible des volets, menuiserie en bois, s'il y a du petit bois, on préserve le petit bois, et ainsi de suite. D'accord, voilà. C'est surtout le bois qui est privilégié, mais il peut y avoir l'aluminium peut-être autorisé. D'accord. Pour les bâtiments non protégés, les constructions neuves, les menuiseries sont en bois peint, en aluminium ou en acier. Juste une petite remarque. Est-ce qu'on peut aussi, au niveau des réseaux en fait qui sont faits, du style Télécom ou Enedis, ne pas avoir en fait des verrues qui sont tout à fait. On a étudié dans le règlement graphique, il y a une prescription spécifique pour justement tout ce qui concerne les boîtiers de la fibre et tout. Même les filles qui prennent tout ça. Oui, tout à fait. Oui, il y a des. Ça posait, ça. Oui. On a longtemps discuté dessus, ça a été pris en compte. C'est du ressort des propriétaires, ça? Oui, bien sûr. Non. Ah non, c'est l'opérateur. Oui, c'est bien. L'opérateur. On fait déjà la rue du Bas-des-Cours, on est déjà en train de le faire. Ouais. Oui, parce que même jusqu'à maintenant, ça n'a pas été pris en compte. Maintenant, ça va devoir être pris en compte, parce que pour l'instant, ça n'est pas entré en vigueur. En ce qui concerne les dispositifs d'économie d'énergie, effectivement, comme c'est écrit, l'amélioration énergétique des immeubles doit être compatible avec l'intérêt patrimonial de l'immeuble. Mais effectivement, les bâtiments patrimoniaux, de par leur caractère, ne sont pas tous, ou très rarement éligibles à ce type de dispositif. Donc en fin de compte, ensuite, vous avez vu, les dispositifs solaires sont interdits sur les immeubles protégés et au sol. Ils peuvent être, sous condition, autorisés pour les immeubles non protégés, les annexes et les immeubles neufs. Mais sur les bâtiments patrimoniaux, parfois vous avez dans les cours, vous avez des annexes, vous avez des garages, vous avez d'anciens hangars et tout. Et éventuellement, s'ils ne sont pas visibles de l'espace public, parce qu'en fin de compte, dans cette AVAP, la notion importante, c'est la notion de visibilité par rapport à l'espace public. S'ils sont en visibilité de l'espace public, effectivement, ils peuvent recevoir des équipements spécifiques. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui concernent les dispositifs d'économie. Après, vous avez ici un différent type d'installations qui sont sur le panneau, des panneaux solaires et tout, comment ils peuvent être installés pour avoir une certaine harmonie. Ce qu'il faut éviter, c'est les damiers, avec des éléments qui sont mis un peu n'importe comment. Après, vous avez donc la page suivante, c'est tout ce qui concerne le petit patrimoine. Alors, vous avez des photos des cabines à Carole, des croix qui ne sont pas forcément les nôtres, mais le MOCO, c'est pas à nous non plus. D'accord, mais on a différents, sur Saint-Père et sur Quéron, on a quand même un nombre, enfin sur Saint-Père essentiellement, on a un nombre de puits considérable. Parce que n'oubliez pas que l'adduction d'eau s'est faite à partir de 1925, et en fin de compte, les gens avant, il y avait les puits. Fontaine municipale et les puits. Il y avait beaucoup de puits. Donc ces puits sont remarqués, en plus on en a des très beaux. Tous les calvaires, tous les boulets et tout, et puis en fin de compte différents autres éléments qui ont été pris dans le cadre du patrimoine. C'est ce qu'on appelle le petit patrimoine. On a repéré, et il va falloir préserver, et on verra comment on peut faire après pour les entretenir. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le règlement graphique, le règlement écrit. Alors, la prochaine étape, en dehors de la consultation par les autorités, j'allais dire par
Et dans le domaine public, donc la DRAC, l'UNAP, c'est-à-dire l'ABF, et voilà, qui vont prendre 2 mois pour publier nos documents, qui connaissent déjà, hein, puisqu'ils l'ont déjà reçu, et ils l'ont travaillé, en particulier lors des CLAVAP, avec nous. Voilà. Après, donc, avec l'ensemble des élus de la... C'est ça, avec les 4 élus, on va donc présenter notre projet d'AVAP, le règlement graphique et le règlement écrit en commission le 9 octobre 2025 à Caen. Là, c'est un oral, d'accord. On est validé ou on n'est pas validé, d'accord. Si on n'est pas validé, je ne sais pas trop comment ça se passe après. Message. Là, on a peut-être un rattrapage, d'accord. 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 Mais enfin, si c'est validé, ensuite commence une étape très importante qui est l'enquête publique, qui va donc se dérouler de novembre à décembre. D'accord. Et ce qui est au cours de cette enquête publique, c'est que tous les particuliers vont pouvoir, d'abord, je vais dire, s'approprier physiquement, il faut qu'ils s'approprient physiquement. Hein? Les particuliers, les élus, les commerces, tout le monde, enfin tous ceux qui se sentent impactés ou concernés par ces 2 règlements, doivent le consulter, rencontrer l'enquêteur public et faire part de leurs interrogations. Oui, les coups, ça peut être sur l'emploi du PVC, sur les menuiseries, ça peut être sur les grandes filiales, sur les dispositifs énergétiques, tout ce qui va poser, qui va interpeller et ce qui va poser interrogation. L'enquêteur public, oui, je te réponds après. L'enquêteur public va tout collationner. D'accord. Et ensuite, nous, on a une dernière commission locale d'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui se déroule mi-janvier, d'accord. Et on va prendre l'ensemble, on va étudier l'ensemble des remarques qui ont été formulées et on voit comment on les prend en compte dans le cadre du règlement. Ça constituera un règlement adapté et amélioré qui sera après, la seule chose après, il devra être validé par le préfet. D'accord. Si tout se passe bien, normalement, fin premier semestre 2026, il peut être validé. Voilà. Oui, allez. Moi, je te demande comment est-ce que les propriétaires vont être prévenus de l'enquête publique, tous ceux qui sont concernés. On va faire une diffusion, on va faire une communication. Hein. Si tu veux le... Alors, personnellement Hein? Toi, personnellement On peut considérer que les propriétaires des bâtiments classés, c'est-à-dire ceux qui sont en violet dans le règlement graphique, là, reçoivent un courrier parce que ce sont des bâtiments remarquables. Maintenant, il y aura de toute façon une campagne de communication de réaliser pour favoriser au maximum la participation des habitants sur cette enquête publique, avec tous les partenaires associés. Pardon ? Si les propriétaires refusent d'avoir une maison remarquable, on a déjà modifié une maison. C'est ça. Est-ce qu'il y a des modifications? On verra comment faire. Regarde, mais je te dis, on réagira au coup par coup. Hein. Il va y avoir des demandes. Hein. Il va y avoir des demandes. Mais après, on pourra justifier notre position, on en discutera avec eux. Il y a une maison, effectivement, je connais une autre maison pour laquelle on doit statuer. Il y a déjà une maison qu'on a déjà sortie du périmètre, parce qu'effectivement, quand on est retourné la voir, parce qu'on est retourné la voir physiquement, effectivement, elle n'avait pas les caractères d'une maison à caractère patrimonial. Donc c'est peut-être là qu'on verra pendant tous ces cas-là. Mais après, ceux qui ont un vrai caractère, on verra comment on fait le propriétaire. Je ne suis pas prêt de pour l'instant, on n'a pas étudié cette question. Alors, ma deuxième question, c'est qui paye? C'est les propriétaires. Qui paye les travaux. Ah oui. Il aura des contraintes. Voilà. Il y a des contraintes qui vont être à la charge des propriétaires qui n'auront peut-être pas les moyens de les assurer. C'est quand ils font des travaux, ça. Mais quand ils font des travaux. Bah oui, mais des fois, tu es obligé de faire des travaux et tu n'as pas les moyens. Je te parle de mes volets. Est-ce qu'on les oriente pour avoir des aides avec... Alors, comme on a passé un petit peu stade des questions, on avait étudié à un moment donné la possibilité de faire éventuellement
une aide pour inciter les gens quand ils seront en mesure ou sur le point de pouvoir faire des travaux, éventuellement une aide communale qui ne peut pas être importante, mais qui peut déjà inciter. D'accord, ok. Après, il y a donc tout ce qui concerne les dossiers à monter en s'appuyant sur la Fondation du patrimoine qui peut apporter une aide, des conseils, qui peut aider. Voilà. Je sais que le rôle de la collectivité et même de l'architecte des bâtiments de France, c'est d'aider et d'accompagner le propriétaire qui est en difficulté. S'il s'avère qu'il y a des travaux à réaliser, on ne va pas obliger les gens à faire des travaux. C'est pas l'idée. L'idée, c'est bien d'accompagner, par contre, les personnes qui sont amenées à faire des travaux de rénovation pour valoriser le patrimoine dont ils sont propriétaires. Évidemment que les frais des travaux, c'est à la charge des propriétaires. Si maintenant il existe des aides, c'est le rôle de la collectivité, c'est le rôle de l'architecte d'accompagner le propriétaire pour lui signifier où il pourrait éventuellement bénéficier d'aide. On a un dossier en cours qui est russe ici, il ne faut pas le nom des propriétaires et tout, mais qui effectivement ont fait appel plusieurs fois à nous parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation et tout, on les aiguillés pour trouver des artisans et tout, pour voir qu'ils puissent s'en sortir. Quoi. Voilà, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les propriétaires, il y a aussi dans ces matériaux qui vont être utilisés, ce sont des matériaux nobles. Il n'est pas dit qu'il y ait la ressource sur le territoire, en menuisier expérimentés, qui sont habitués à travailler en permanence sur du bois tout le temps et tout. Ça va pas être évident. Trouver des gens qui font des joints à la chaux, qui font que du joint à la chaux et tout, c'est pas ça. Ça va pas sortir comme ça d'un chapeau. Quoi, voilà, Donc il y aura une partie conseil. Voilà. C'est très élitiste quand même. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va encore faire monter les prix de l'immobilier dans les zones concernées. Pas sûr. Pas sûr. C'est quand tu vois comment était la Haute-Ville il y a 40 ans et comment elle est maintenant, ça te pose un problème quand même. Parce que mais là, ça n'a pas de rapport avec la manière. C'est pas avec Saint-Père, mais c'est la pression immobilière. C'est la pression immobilière sur des maisons avec des travaux qui coûtent cher. Des maisons qui ne sont pas rénovées, qui sont mises à la vente et qui sont en front de mer. À l'heure d'aujourd'hui, quel que soit l'état de la maison, les prix sont effectivement élevés. Et ça, c'est pas lié au sensu stricto aux travaux, c'est lié vraiment à la pression immobilière sur le littoral. Et moi, clairement, pour avoir eu besoin de faire des travaux, finalement, on fait des travaux chez nous pour mettre en valeur aussi notre bien immobilier. Et le choix de choisir du bois plutôt que du PVC, ça tombe déjà sous le sens quand on a une maison remarquable, mais c'est aussi pour la mettre en valeur et surtout pour, même d'un point de vue foncier, ça coûte plus cher. Oui, à la revente. Donc l'intérêt, il va aussi vers le propriétaire à la revente. Mais tout le monde ne peut pas l'assumer. C'est ce que je veux dire, voilà. Ça peut même être le contraire qui joue, parce que devant le montant des travaux potentiels pour utiliser des matériaux nobles, ça fait que on n'achète pas ce bien car la facture de travaux sera trop élevée. Donc ça peut être le contraire aussi. Oui. Je pense qu'on peut trouver tous les cas de figure, mais pour être en contact avec pas mal de propriétaires de ce type de biens, sur le front de mer, je vais dire patrimonial, je peux vous dire que les gens ne sont pas contre et justement attendent que la VAP soit plutôt mise en place, parce qu'en fin de compte, après, ça va leur constituer un guide pour pouvoir faire des travaux dans le sens de leur maison. Et puis, moi j'ai rencontré pas mal de personnes, certes il y a des personnes qui sont opposées, c'est sûr, et que je comprends parfaitement, parce qu'il y a des attentes qui sont certainement légitimes, et je vous dis, pour moi l'étape la plus importante, c'est cette enquête publique, où chacun doit pouvoir faire remonter son avis. Parce qu'en fin de compte,
On pense, et on a déjà eu un entretien avec les maires et tout, on pense quand même que sur ce règlement, il peut y avoir des adaptations qui pourraient intervenir, qui doivent intervenir, en particulier pour les bâtiments non protégés. Oui. D'accord? Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a la distinction entre le bâtiment patrimonial, le bâtiment qui fait continuité, d'intérêt de continuité, et les bâtiments non protégés, la gradation est faible, si vous voulez. D'accord? Et je pense qu'il faut qu'il y ait une gradation supérieure entre les deux premiers types de bâtiments et le dernier type de bâtiment, qui apportera beaucoup plus de souplesse. D'accord? Qui permettra qui fera moins peur et qui permettra aux gens de pouvoir s'approprier un peu mieux et ne pas avoir peur de faire des travaux. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on obtienne. Et en fin de compte, et pour ça, moi, je compte sur le fait que chacun puisse faire remonter ses informations en consommant un peu différents matériaux, parce que certains matériaux aussi évoluent et s'améliorent dans le temps. D'accord. Les panneaux solaires, ça s'améliore dans le temps. D'accord. Maintenant, il y a des ardoises de type solaire tout qui apparaissent sur le marché, tout ça et tout. Donc, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Et en fin de compte, il faut espérer que le document, lui aussi, puisse, dans le temps, évoluer. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Et moi, je remercie en particulier tous ceux qui ont travaillé sur ce document, parce que c'est un travail particulièrement lourd et long. Et je peux vous dire que, en dehors du personnel technique de Gonville, et mes collègues élus et tout, les personnels d'urbanisme ont fait un très gros travail sur ce dossier et m'ont vraiment très bien accompagné pendant toutes les réunions et toutes les conférences et tout. Voilà. Moi, je tiens à les remercier très sincèrement. Et nous, on tient à te remercier parce que depuis le début, tu as pris ce projet vraiment à bras-le-corps et tu as tenu. Voilà. Je vais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Une question. Effectivement, ça peut aussi brider des gens qui auraient voulu démolir et reconstruire plus grand, oui. Etc. Donc ça va dans tous les sens, qui dépenseront moins finalement. Mais bon, c'est pas les extensions ne sont pas interdites. Non. C'est la démolition qui est interdite. Mais les extensions ne sont pas interdites. Alors que je vous l'ai dit, tout dépend du projet qui va être produit, de son intégration dans le tour. Et sur les parcelles de terrain qui sont inclus dans le périmètre de la BAP, des géographiques, il n'est pas interdit de construction neuve. Les constructions neuves sont autorisées. Certainement, mais il y a simplement certaines prescriptions qui seront à prendre en compte. Comme on a fait pour la cohérence. Pour le Moulin, il y a des prescriptions concernant l'emploi des matériaux, la structure du bâtiment, le percement des ouvertures et tout. Donc voilà. La suite de ma question, c'est qu'en est-il des bâtiments remarquables, par exemple de style villa, balnéaire, etc., qui ne sont pas dans le périmètre? Donc normalement, quel est l'arrêt qui va s'appliquer? Normalement, il ne nous en manque pas beaucoup. C'est en cas de souhait de démolition ou de transformation importante. Il y en a ce qui n'a pas été répertorié dans la BAP, il est dans le PLU. Mais normalement, je pense que sur Saint-Père, sur le front de mer et tout, on a quasiment toutes les villas. Il y a peut-être quelques cas à négocier, comme disait tout à l'heure éventuellement Isabelle et tout. Les autres bâtiments qui sont d'aspect remarquable, ils sont situés sur Quérambourg. Il y en a aussi à Cresset. Et il y a quelques bâtiments comme le SAP, tout ça et tout, qui sont des bâtiments remarquables, qu'on a répertoriés, avec Anne-Cécile et puis Aline et Judith, et qui sont eux inscrits dans le PLU, avec une spécificité patrimoniale et tout, ils seront donc protégés. Je pense à des petites villas qui ont des styles un peu colombage. Oui. Voilà. Par exemple. Parce qu'en fin de compte, il y a des ce sont des faux colombages, mais. Il y a des faux en bois, bien rapportés, mais. On a déjà travaillé sur des dossiers comme ça et tout, et les gens comprennent qu'il faut essayer de les préserver. Pour l'instant, les deux dossiers que j'ai vus, les gens acceptent la préservation. En règle générale, les gens l'acceptent. En règle générale. Voilà. Je pense que pour l'instant, vu de mon côté, ce que j'ai travaillé, il y a une certaine acceptation qui se fait. On a la chance d'avoir un service instructeur, et c'est vrai que
chaque personne qui désire intervenir sur son habitation peut être reçue en rendez-vous individuel et être accompagnée pour travailler le projet avec le service instructeur, en relation avec le service instructeur de GTM. Quand il y a besoin, on peut aussi demander conseil au CAUE par exemple, ou à d'autres organismes qui sont gratuits et qui accompagnent les particuliers dans leurs projets. Donc, je crois que le maximum, c'est un traitement au cas par cas pour essayer d'accompagner au mieux les propriétaires dans leur projet. Quelle sera la date de référence si on veut faire des transformations? Parce que, enfin, je m'explique, je suis une vieille Saint-Pérette et j'ai connu des villas de bord de plage qui avaient un aspect très différent, oui, différent de ce qu'il est maintenant. Oui, tout à fait. Je pense à une villa qui, sur un toit plat, présentait des briques comme ça se fait sur les murs, justement, sur la plage. Un ornement en briques, tout à fait, oui. Ces choses-là ont été supprimées. Ouais. Je connais aussi une autre villa sur laquelle on a mis, vous verrez peut-être de quoi je parle, une véranda verte, assez pétante. Oui, tout à fait. Non, mais je trouve que ces choses-là ont un peu défiguré les choses. C'est là qu'il va y avoir discussion. Parce qu'en fin de compte, il y a déjà. Alors, on n'a pas mis du temps. Et finalement, entre le début du premier travail de 2015, qui s'est arrêté en 2018, et la reprise des travaux, et des travaux 2022 sur la date 2022, ainsi de suite, il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Et en fin de compte, les gens qui ont réalisé, qui ont construit leur véranda, comme tu dis, celle-là, elle est là pour 40 ans. Elle a déjà au moins 30 ans. Ah oui, mais il y en a d'autres, il y en a deux qui sont. Il y en a une qui est encore un peu plus assez récente. Elle est faite, elle est faite. Est-ce qu'on considère l'état originel du bâtiment ou est-ce qu'on considère D'après ce que nous a dit, normalement, il faut. Parce qu'en fait, on a suffisamment de documents, j'allais dire photographiques et tout, qui permettent de retrouver l'état original de la maison. Après, il faudra voir comment on fait. Ça sera un dialogue, moi je pense que c'est un dialogue au cas par cas, et avec la structure, et avec l'ABF, avec l'architecte des bâtiments de France. Et je pense que vous n'allez pas faire démonter ce qui est fait. Ah ben, non. Si c'est neuf, c'est neuf. Hein. Ah oui. Non mais en fin de compte, en plus, je vous l'explique bien, il n'y a pas de principe d'antériorité. C'est-à-dire, ça sera pour les travaux du futur. Celui qui a fait sa véranda il y a 2 ans, mais sa véranda, si elle dure 50 ans, elle dure 50 ans. Celui qui a mis ses fenêtres il y a 2 ans en PVC sur sa maison patrimoniale et tout, ben, les fenêtres en PVC. On ne va pas aller lui demander demain matin de mettre ses fenêtres en bois. Non, casser ses fenêtres. Non, il les a. Ça lui a été accordé. Il y a je peux même vous dire que dans le pourtour classé, même dans le pourtour classé actuellement comme nous avons, il y a des maisons qui, même il n'y a pas assez longtemps que ça, ont quand même eu du PVC, ils ont du PVC. Toutes les communes. Toutes les communes, c'est comme ça. Dans toutes les communes, c'est comme ça. On ne fait pas démonter. C'est un document qui encadre le futur. C'est un plan qui encadre le futur. Voilà. Et le futur, à 5, 10, 15 ans, il y aura peut-être des améliorations qui seront faites au fil du temps. Après, on verra. Voilà. Là, c'est un instant T. Voilà. Ok. Je te laisse dire Nadine. Oui, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, moi, je voulais parler des 2 petits chemins qui sont rue Saint-Gaud aussi. Parce que là. Les deux petites descentes qui montent, qui vont à la plage. Qui descendent. Qui remontent en venant. Non, tout au bout à Saint-Gaud, qui vont vers Saint-Gaud. Bon, t'as des traversées là. Mais t'as 2 traversées, oui. T'as 2 traversées. Avec le GR qui descend entre les villas là et tout. T'as 2 traversées. Il y en a une qui est bloquée par une barrière quand même. Oui, c'est privé. Elle est privée, mais on peut la prendre. Je croyais qu'elle était publique. Je croyais qu'elle était publique cette. Non. Droit de passage, mais privé. De toute façon, il y a plus de 30 ans qu'elle est utilisée. Oui, non, mais je sais. Mais je suis persuadée qu'elle était. Ces passages ont été mis en zone réservée au PLUI. C'est-à-dire que si un jour c'est vendu, on a priorité. Donc pour l'instant, on n'a pas de dessus, on n'a pas de.
Je croyais que c'était public, c'était pas privé. Hein, ça l'est ? Bah oui. Antériorité, je ne sais pas si c'est passé comme une lettre à la poste. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu dans ce quartier-là des maisons construites avec des références tout à fait différentes quand même. Ah, oui. Et qui n'auraient pas eu le droit d'être construites avec... Est-ce que tu veux bien parler dans ton micro? Oh, pardon. Excusez-moi. Non, je disais que dans cette rue-là, justement, il y avait des maisons très modernes qui... Bon, je ne critique pas parce qu'il y en a qui sont très jolies. Ça fait aussi avancer l'architecture. Mais c'est... Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, Annie, les projets ne sont pas interdits. Les ne sont pas interdits. Et en fin de compte, après, ça sera l'appréciation du bâtiment. En fonction du dossier qui va être fait, du travail qui va être fait par l'architecte, et puis comment il va être présenté l'architecte du bâtiment, qui peut-être le retocrasse, ce qu'il a déjà fait, et puis peut-être proposera des améliorations. Et puis après, au bout du dialogue, on arrive à un projet qui s'intègre parfaitement et qui. Il y a des maisons, il y a des structures modernes qui s'intègrent parfaitement au sein des structures du patrimonial. Oui, c'est pas interdit. On ne dit pas on va faire du copier-coller de la ville de l'époque. Voilà. Non, c'est vrai, non, c'est sûr et certain. C'est déjà comme ça, de toute façon. C'est déjà comme ça, de toute façon. De toute façon, ce qui fait la richesse de notre patrimoine, c'est la diversité et l'excentricité parfois de certains au siècle dernier qui nous ont fait des choses dans tous les sens un peu, mais qui maintenant ont de la valeur. Quoi, exactement. Ils se sont vraiment lâchés à une époque. La maison chinoise. La maison chinoise. Bon, toutes les architectures, beaucoup d'architectures diverses et variées. Donc si on considère l'intérêt de réaliser l'étude de ce nouveau dispositif de protection et de valorisation du patrimoine à l'échelle des 4 communes de Granville, Saint-Père-sur-Mer, Jullouville et Carolles, d'en confier la maîtrise d'ouvrage et le rôle de coordonnateur du groupement de commande à la ville de Granville, considérant le bilan de la concertation qui était conforme à l'époque en date du 2 novembre 2015, la commission locale de l'AVAP, je ne vais pas tout lire, s'est réunie pour cette deuxième session du projet le 4 mai 2023 pour la présentation et la validation du diagnostic, le 21 septembre 2023 pour la présentation et la validation des enjeux et du projet de périmètre, ce que Jean-Michel nous a très bien expliqué, le 13 novembre 2024 pour la présentation et la validation de la stratégie réglementaire, et enfin le 13 mai 2025 pour la présentation et la validation d'une première version de projet d'AVAP, considérant le projet de site patrimonial remarquable régi par une ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, le dossier d'arrêt du projet de SPR régi par une AVAP joint donc à la présente délibération comprend le périmètre de l'AVAP qui vous a été présenté, le document de synthèse, diagnostic et rapport de présentation, et enfin le règlement écrit et graphique, dont des extraits vous ont été présentés. Considérant les dossiers de périmètre délimité des abords des monuments historiques transmis par l'architecte des Bâtiments de France, la création de l'AVAP suspend l'application de la servitude des abords des monuments historiques dans le périmètre de l'AVAP. Au-delà, les parties résiduelles de périmètre des abords continuent de s'appliquer. La procédure de périmètre délimité des abords doit permettre d'adapter le dit périmètre de servitude de chacun des monuments historiques aux espaces les plus intéressants d'un point de vue patrimonial. Il est donc proposé ce soir au Conseil municipal de tirer le bilan de la concertation, d'arrêter le projet en l'état actuel de SPR régi par une AVAP et de m'autoriser à saisir le préfet du département afin que celui-ci transmette le projet arrêté au préfet de la région pour saisine de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et de soumettre pour avis le projet aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L 153-54 du Code de l'urbanisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette proposition ?
On est 2 à s'abstenir, monsieur. 2 à s'abstenir côté Annick. Et Dominique Taillebois. Je vous remercie. Deuxième point pour l'urbanisme ce soir, c'est l'avis sur le projet de plan de préservation des risques littoraux PPRL sur les communes de Saint-Père-sur-Mer, Jugouville-Carole et Granville. On reprend les mêmes. Donc, en date du 28 mai 2025, on a reçu donc ce projet de plan de prévention des risques littoraux qui a été transmis par les services de l'État. Il était accompagné du rapport de présentation. On va vous proposer une petite présentation non exhaustive, mais enfin qui va à l'essentiel des enjeux de ce PPRL. Sachant que ce PPRL est une demande des 4 communes associées. C'est vrai que la commune qui est la moins impactée, c'est la ville de Granville, sur le PPRL. Sachant que pour notre territoire, on est parti du sud, parce qu'il y a eu celui de Saint-Jean-de-Thomas et commune associée qui est passé déjà. Et donc sur la baie du Mont-Saint-Michel, nous on constitue la partie qui est plus au nord de cette baie du Mont-Saint-Michel pour clôturer finalement un périmètre de PPRL dans la baie du Mont-Saint-Michel, sachant qu'on a bien conscience concernant Granville-Terre-et-Mer que vraisemblablement pour un territoire qui est situé plus au nord cette fois-ci de Granville, il y aura peut-être nécessité également d'élaborer un autre PPRL pour être complet en termes de plan de prévention des risques littoraux sur notre façade maritime pour notre intercommunalité. Donc, il est élaboré par l'État, par les services de la DDTM, et l'objectif est bien de protéger les personnes, mais aussi les biens et les activités économiques. Il se trouve que nous, sur notre secteur, il n'y a pas d'activités économiques qui vont être impactées. Par contre, sur le secteur qui est situé plus au nord, là, il pourrait potentiellement y avoir des activités économiques de conchyliculture ou autres qui pourraient se retrouver impactées par un PPRL. Il est opposable aux documents d'urbanisme et aux autorisations ADS. Depuis le mois de juillet 2024, les cartes sont sorties et elles sont déjà opposables pour le service instructeur de la ville de Saint-Père et de GTR. Il y a donc eu des études assez théoriques autour des aléas, une concertation publique à mener, un zonage réglementaire qui a été défini, un règlement associé. Il y aura une enquête publique avec une première réunion publique qui va avoir lieu le 24 juillet prochain à la salle Fraboulet. J'ai plus l'horaire en tête, je crois que c'est 19h à la salle Fraboulet pour la première réunion publique. Et puis il faudra bien sûr en passer par l'enquête publique complète, l'approbation par monsieur le préfet et la durée d'un PPRL, c'est entre 2 et 4 ans, adossé à un plan communal de sauvegarde qu'il faudra sans doute réactualiser pour notre ville de Saint-Père en tout cas, mais aussi pour les autres villes. Donc pourquoi un PPRL également sur notre commune ? On est une commune littorale qui est exposée aux risques littoraux. On a constaté bien sûr leur remontée du niveau marin depuis quelques décennies de façon assez significative, avec des projections qui sont liées aux projections du GIEC. Ce qu'on pourra déplorer, mais on le dira tout à l'heure, on pourra compléter parce qu'on était plusieurs élus sur ce dossier-là, déplorer que l'État n'ait pas retenu la cote centenale à 1 mètre, mais la cote centenale à 60 cm, ce qui est déjà obsolète par rapport aux prévisions du GIEC, et notamment le GIEC normand, qui a très bien travaillé sur ces projections-là. Donc la submersion marine, l'érosion également du littoral. On est aussi une commune classée dans le recul du trait de côte par l'État depuis, Sébastien, c'est 2023 ou 2022 le recul du trait de côte. D'accord. La rupture d'ouvrage et de dunes. Sur notre commune, l'ouvrage qui est le plus fragile, c'est la départementale 911 au niveau du parking Beau Soleil.
c'est là où il y a le plus d'érosion et où il y a le plus de risques de rupture. Voilà. Par contre, l'ASA, dont le président siège ce soir au conseil municipal, vous êtes en responsabilité d'une digue qui est un ouvrage parfaitement reconnu et parfaitement entretenu et qui ne présente pas de risque de rupture pour les services de l'État, en tout cas, et pour tous les spécialistes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'ensemble des digues, d'ailleurs, sur le territoire, elles sont plutôt bien entretenues, il n'y a aucun souci. Les ASA, en tout cas, bossent bien là-dessus. Rupture, et puis choc mécanique des vagues. Et il y a aussi des risques fluviaux, avec bien sûr le débordement des cours d'eau. Vous allez le voir sur la cartographie tout à l'heure. Nous, ce sont les 2 fleuves qui délimitent notre territoire. Au nord, c'est la basse vallée de la Seigue, et à peu près au milieu de notre territoire et au sud, c'est le Tard, et puis le Crapeux, en limite de Julouville. La reprise, bien sûr, de l'Atlas des zones inondables, hors zone modélisée, voilà pour les risques, les principaux risques qui peuvent atteindre les personnes, les biens et éventuellement des activités économiques quand il y en a. Donc là, ici, vous avez la cartographie qui vous est présentée avec un code couleur. Plus la couleur est foncée, plus le risque est élevé, on va dire ça comme ça. Donc plus on est dans des tons rouge, violet foncé, et plus là, on a un risque de submersion, d'inondation, etc. important. Au sud, alors vous avez la carte de gauche, pardon, qui est la situation de référence, c'est à échéance actuelle, et à droite, vous avez l'aléa au nord donc, de notre territoire, à échéance 100 ans. Vous voyez la différence entre les 2 cartes ne saute pas aux yeux. Quand on l'observe comme ça de loin, il faut zoomer sur les cartes pour voir l'étendue des zones à risque en passant de la gauche à la droite pour constater que finalement nous sommes bien dans un territoire soumis à de forts aléas ou des aléas moins importants en fonction de l'influence marine ou fluviale sur ces risques-là. Donc là, on est au sud, on retrouve la zone qui est cartographiée en rose-violet, c'est la mare de Bouillon. Et donc vous voyez que là, pareil, la différence entre l'aléa sud à échéance actuelle et à 100 ans, ça ne saute pas aux yeux, si ce n'est qu'il faudrait zoomer sur un certain nombre de secteurs pour trouver une zone d'extension plus importante en risque de submersion ou en risque d'inondation. Je vais assez vite, je ne sais pas après si vous avez des questions, vous demanderez, mais Daniel, tu pourras compléter aussi, parce que tu faisais partie du groupe, tu as suivi tout ça. Rappel sur les enjeux, donc le plan de vulnérabilité, ça c'est quand il y a de l'habitat. Évidemment, sur la partie nord de notre commune, on se retrouve sur la Seigue, où on a une vulnérabilité qui est plus forte dans des secteurs comme la place des loisirs, là où il y a les tennis, pour faire simple, puisque là on peut avoir un débordement de la Seigue important, et ça a déjà eu lieu historiquement sur la commune. Je ne sais pas s'il faut que j'en dise davantage. Et puis, dans le contenu du règlement, on a rajouté, les services de l'État ont souhaité rajouter un zonage réglementaire qui apparaîtra soit en rouge, soit en bleu. Lorsqu'on est en rouge, les interdictions sont fortes à très fortes, avec des sous-items du R1 ou du R2. Le R1 présente un aléa fort à très fort dans les zones qui sont déjà urbanisées, ou tout niveau d'aléa dans une zone naturelle, avec un régime d'interdiction, sauf quelques exceptions. Donc il ne sera pas autorisé de construire quoi que ce soit dans cette zone-là. Dans la zone rouge R2, l'aléa est fort
j'ai juste la caméra, enfin le pied qui est juste en face de moi et j'ai pas le. J'ai pas. Ah voilà, merci. Donc fort de choc mécanique des vagues et très fort de bandes de précaution à l'arrière des ouvrages de protection. Voilà. Et puis en bleu, là, il y aura des constructions, des extensions d'autorisées, mais avec des prescriptions, avec un aléa donc dans cette zone qui est faible à modéré pour les zones qui sont déjà urbanisées, avec un régime d'autorisation, mais des prescriptions pour permettre l'évolution du tissu urbain. Et puis tout ce qui est en blanc sur la carte ne sera pas concerné. Je pense qu'on a la carte après. Voilà, vous avez le zoom par exemple sur le Havre du Tard, et vous voyez ce qui est en rouge. Il y a très peu finalement de construction. Vous retrouvez le camping de Bellerive en fait qui se retrouve dans la zone en rouge. Là, ce ne sont pas des constructions pérennes, ce sont des constructions provisoires puisque c'est de l'habitat de loisirs, de l'habitat léger. Donc en réalité, dans cette zone-là, on se retrouve, nous en tout cas pour Ville de Saint-Père, avec certes un risque élevé, des interdictions assez strictes, mais qui correspondent finalement aux prescriptions déjà actuelles de notre PLU, ou à peu de choses près. Et donc, jouxtant cette zone, je vous épargne la lecture des sous-codes de R, hein, R1, R2, enfin voilà. Ça, de toute façon, c'est déjà publié. En bleu, eh bien, c'est là où vous avez des prescriptions également, mais des choses qui sont tout à fait autorisées, puisque là, l'aléa est faible à modéré. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, sur les habitations, dans les zones dites à risque, il y aura des obligations de créer des zones refuges dans les habitations, de manière à ce que les personnes, en cas de risque naturel avéré, puissent se réfugier à l'étage et échapper ainsi à la submersion marine ou à l'inondation. Chose qui relève finalement d'événements dramatiques qui se sont passés dans notre pays il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Je crois même que ça remonte aux années 2010. Hein. Ah oui. Voilà. Le plan de zonage réglementaire, vous le retrouvez pour la partie plus au sud de notre territoire et également sur les 4 communes jusqu'à Carolles. Bon ben voilà, on retrouve, il n'y a pas de mystère en fait, on retrouve la mare de Bouillon qui se retrouve dans une zone en rouge avec toutes les interdictions, mais ça correspond déjà aux aléas les plus forts qu'on a présentés tout à l'heure sur les cartes précédentes. Sur la cote de référence, là on est à échéance 100 ans. Vous retrouvez la cartographie plus au nord et plus au sud. Vous avez une cotation qui s'étale donc en vert presque 8 mètres, on est à 7,80 mètres. Et la cotation la plus élevée, c'est celle qui est en rose soutenue. Elle monte jusqu'à 9,60 mètres. Voilà. Ces cotations sont obligatoires puisqu'elles sont rattachées au système national. Et puis voilà, pour les travaux qui sont prescrits, je vous disais, une zone refuge, quand on est en secteur rouge ou en secteur bleu, et également des prescriptions sur l'arrimage lorsqu'il y a des objets qui l'exigeront sur l'habitation, la pose de clapets anti-retour, la mise hors d'eau des installations électriques et de chauffage, et puis également la matérialisation des bassins enterrés quand il y en a. Je sais pas. Alors, pardon ? Les piscines, c'est ça. Voilà, les piscines ou autres. Alors, sur les travaux qui sont prescrits, l'objectif est bien toujours de protéger la population et de réduire la vulnérabilité des biens, hein, des habitations, entre autres. Là, il y aura une obligation de réaliser les travaux sous 5 ans, à partir de la mise en application du plan. Et il faut savoir que les propriétaires seront aidés avec des financements à hauteur de 80%
grâce au fonds de prévention des risques naturels majeurs et dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien et 36 000 € par bien. Avec une possibilité de mise en demeure du préfet et des travaux d'office à réaliser et un diagnostic obligatoire préalable à tous travaux, avec relevé de géomètre ou prestataire. Voilà pour les prescriptions. Donc, ce PPRL, c'est un document cadre qui s'impose au PLU ou PLUI et à toutes les autres règles applicables sur la commune, à savoir la loi littorale ou l'AVA. Il sera opposable aux autorisations d'urbanisme. Il permettra de sécuriser donc d'un point de vue juridique les décisions, parce qu'actuellement on est soumis à des contentieux et finalement ce type de document va permettre de lever les contentieux. Et puis il doit permettre aussi de sensibiliser de façon renforcée les propriétaires aux risques auxquels ils s'exposent habitant dans ces zones soumises à plan de prévention des risques littoraux. Enfin, pour conclure, dans le calendrier, on demande l'avis des communes. Il y aura le PCI, la Chambre d'agriculture, l'autorité environnementale, et donc on arrive à une délibération à notre conseil aujourd'hui. La réunion publique, j'en ai parlé, et puis l'enquête publique durera 1 mois. Elle s'étalera entre le mois d'octobre et le mois de novembre, avec une approbation qui est visée à la fin de l'année. Les services de l'État aimeraient que cette approbation soit réalisée avant la fin de l'année 2025. Je ne sais pas, les collègues qui avaient suivi le dossier, si vous voulez rajouter quelque chose. Ce PPRL donc va remplacer le précédent, puisqu'il avait déjà été répertorié toutes les habitations sur les zones concernées pour le sauvetage par le toit, par exemple, l'anneau d'accrochage aux gouttières pour le zodiaque des pompiers, par exemple. Nous avions même imaginé de breveter un procédé avec flotteur. C'est pour la boutade. Mais ceci dit, ça reprend bien l'inventaire d'un document qui existait déjà, que vous avez. Donc je dirais que pour Saint-Père, on a une avance relative par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc c'est plutôt bien. Et puis nul n'est censé ignorer le lieu où il réside. Donc le PPRL, le GIEC que j'ai côtoyé pendant une bonne période au Césaire, et dernièrement on a vu M. Costa à la télévision d'ailleurs, puisque c'est quand même un phénomène dont on parle de plus en plus. Depuis la loi Résilience, les médias se chargent bien d'informer tous les gens qui habitent sur le littoral. Celui qui n'est pas au courant aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de télé ou qu'il n'a pas envie d'entendre. Après, la fluctuation des chiffres. On parle de 60 cm, on parle de 80 cm, on parle d'un mètre, d'un mètre. On a commencé à 1,60 m en 2016. J'ai envie de dire, je ne sais pas ce qu'il en sera en 2100, mais ça serait intéressant de mesurer. Pour l'instant, en 50 ans, moi je n'ai pas vu de grosse évolution du littoral, en tout cas chez nous. Mais certainement parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et qu'il faut bien sûr continuer à veiller à l'entretien pour l'efficacité de ces ouvrages. Donc c'est ce que nous faisons, nous, à Queyron, cette digue qui fait 1 km 450, une association créée en 1979, qui a commencé les travaux en 84 pour les terminer en 94, qui ont coûté un bras. Mais c'est les propriétaires qui en ont payé une bonne partie et qui continuent à alimenter les finances de cette association, car une digue qui a 40 ans peut avoir des zones de fragilité. Et on se rappelle du bilan qui avait été fait, de l'expertise qui avait été faite avec Créocéan, dans le cadre du GEMAPI, sur tous les ouvrages de protection, on va dire, du littoral Grand-Villet. Et il est vrai que nous n'avions pas de soucis majeurs. Et comme disait le président du GEMAPI le 20 mars à Bréal, on a cette chance aussi, dans notre bassin sud Grand-Villet, d'avoir la pointe Bretonne qui nous abrite de certains courants. On a Chausey qui, à sa manière aussi, nous abrite. J'ai envie de dire pourvu que ça dure. Et puis soyons vigilants. Juste une remarque que j'ai déjà abordée avec
avec vous en conseil, je crois, c'est la zone qui concerne le département, qui est le bas de la Grâce de Dieu, au niveau du parking de Beau Soleil. Je trouve dommage que le département ne prenne pas en compte la protection de ce parking départemental, certes, mais qui remettrait en cause la sécurité des biens et des gens de Beau Soleil, de l'autre côté de l'ouvrage, de la route. C'est plus ça qui m'interpelle. Et d'ailleurs, ce 2 août, où nous serons heureux de t'accueillir, Madame la maire, le président de la DTCOM sera là, c'est l'association de protection du territoire Côte-Ouest Cotentin, auquel notre ASA participe et adhère, car il y a différents secteurs, il y a des endroits où il y a des commerces, tu en as parlé, que ce n'est pas aussi simple de délocaliser des activités qui ont besoin de la proximité de la mer pour leurs besoins. On pourrait parler à Granville, c'était le Gimère qui est auprès de l'aérodrome, qui doit pomper de l'eau de mer et rejeter aussi en espace maritime, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas être à des kilomètres pour exercer ces professions dignes de la mer et de la profession qui les entoure et qui les encadre. Donc il y a des vrais sujets et il faut être vigilant, donc voilà. Mais c'est très intéressant. Merci Daniel. Ceci dit, la carte à plus 1 mètre, elle a été produite par les services de l'État à notre demande, les 4 communes. On a demandé que les services de l'État produisent également la carte à code central plus 1 mètre, ce qui fait que quand on reçoit, nous, au service urbanisme, eh bien, le service instructeur montre aussi cette carte-là, même si elle n'est pas opposable, de manière à informer en toute transparence le pétitionnaire qui vient déposer son dossier et faire sa demande. Oui, excusez-moi juste un petit mot, parce que je trouve ça très prudent, car aujourd'hui, dans le cadre d'éventuels déplacements de population massive en fonction d'événements, il y a ce problème d'opposition de la collectivité qui a attribué des permis de construire à un moment donné sur des zones où il n'aurait pas fallu certainement le faire. Et ces gens ne sont plus là, bien entendu, mais les propriétaires, eux, par descendance successive, sont encore là. Et il y a cette opposition, effectivement, à la non-protection des biens et des personnes. On en parlera certainement le 2 août. Ouais. Voilà. Donc ce soir, considérant que le périmètre mis à l'étude... Je vais te parler un petit peu. Ah, pardon. Voilà. J'ai participé à ces travaux, donc je connais un petit peu. Moi, j'ai suivi les études et les différentes réunions à ce sujet-là. J'ai été un peu déçu du résultat parce que je trouve que ça sous-estime pas mal de risques. La montée des eaux, effectivement, on ne la voit pas, mais elle est mesurée de façon scientifique et elle est là tous les ans. Et elle va plutôt plus vite que prévu. On la verra le jour où il y aura une forte tempête et une grande marée, et que là, on sera un peu plus fort qu'on aurait été avant. Donc le 1 mètre, effectivement, ça semblait raisonnable. Sachant que bien sûr ça ne s'arrêtera plus, après ce sera 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, les siècles futurs, on sera tout sera sous les eaux, ça c'est une évidence. Donc je pense que là ça a été un peu minimisé, on arrive à un statut, on a des zones submersibles constructibles. On va donc continuer à construire dans des zones submersibles. Je trouve que c'est un peu dommage, après on prendra les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de danger pour les personnes, quoi. Alors, considérant que le périmètre mis à l'étude est la frange littorale comprise entre les communes de Carolles et Granville, et que les bassins versants des cours d'eau sur les communes de Carolles, Jouville, Saint-Père-sur-Mer et Granville, dont le débouché est compris entre les exutoires de la Seigue et du Lude, sont le Lude, le Crapeux, le Tard, le Ruisseau de Beau-Soleil et la Seigue. Considérant que ce plan vise à cartographier et réglementer l'exposition de la commune aux aléas littoraux tels que la submersion marine, l'inondation par débordement de cours d'eau ainsi que les chocs mécaniques des vagues, dans un objectif de prévention des risques naturels et de protection des personnes, des biens et de l'environnement, et considérant enfin que la commune a été associée à l'élaboration de ce document dans le cadre de la concertation organisée par les services de l'État, il vous est proposé de donner un avis donc sur ce projet de plan de prévention des risques littoraux sur les communes de Saint-Père, Gelouville, Carolles et Granville. Je vais vous demander qui est pour un avis favorable, s'il vous plaît. Voilà,
peut-être dit. Tout le monde lève deux mains. Y a-t-il finalement quelqu'un qui a un avis défavorable? Personne ne m'aime. Donc, merci. Moi, je m'abstiens. Et Alain, tu t'abstiens. Ouais, parce que je ne suis pas satisfait complètement du projet. Très bien. Mise en vente de 4 parcelles viabilisées dans le lotissement du Moulin. Alors, je pense que je vais présenter, puisque Sophie est voilà. Donc en fait, on va considérer la volonté de la commune, on l'a dit, d'assurer une vente équitable de ces parcelles. Il a été décidé de recourir à une vente notariale interactive. Ça a été validé lors de la commission urbanisme du 12 juin de l'année dernière. Considérant que la société notariale Bex, Ouin, Vélo et Vigneron a été désignée pour organiser la vente et en assurer la publicité sur divers supports, que les frais de publicité en cas d'enchère infructueuse, ces frais restent à la charge de la commune, ils s'élèveront à 238,80 € par lot TTC, et en cas d'attribution à la charge de l'acquéreur, ils vont s'élever à 670,40 €. Et considérant enfin l'estimation des domaines, déduction de la marge d'appréciation de 10%, les mises à prix valant prix de retrait sont donc les suivantes: 243 423 € pour le lot numéro 1. J'ai plus en tête le... Ça aurait été bien qu'on ait la superficie. Le plan, mais vous l'avez, je pense, le plan. C'était joint dans les annexes. 251 415 pour le deuxième, 218 115 pour le troisième et 216 117 la plus petite parcelle. Pardon, pour le lot numéro 4, avec un palier d'enchères qui est donc fixé à 5 000 €. Là aussi, comment dire, accepté lors de la dernier échange en commission. Considérant que la commune s'engage à répondre aux offres dans un délai de 2 jours ouvrés et que la promesse de vente devra être régularisée dans le mois qui suit l'acceptation, c'est classique, hein, que les frais d'acquisition et les honoraires de négociation seront à la charge de l'acquéreur là aussi, et que les acquéreurs devront déposer un permis de construire, là aussi pour avoir une garantie, dans l'année qui suit la vente. Le projet devra aussi être approuvé par l'architecte de conseil. Voilà, avec un premier passage qui est pris en charge par la commune, alors que les autres seront d'un montant de 300 € hors taxe à la charge de l'acquéreur. Il vous est donc proposé ce soir de m'autoriser à procéder à la mise en vente par enchère interactive des 4 parcelles viabilisées du lotissement du Moulin, avec un prix de 333 € le mètre carré, si je ne me trompe pas. De valider les prix de mise en vente proposés ci-dessus, prix valant prix de retrait, de désigner donc la société de notaires associés Bex, Ouin, Vélo, Vigneron comme notaire en charge des votes, et enfin de m'autoriser ou un adjoint ayant la délégation à signer toutes les promesses de vente, les actes notariés, les mandats de vente, les documents afférents à la procédure de vente des lots du lotissement situé rue du Moulin avant à Saint-Père-sur-Mer. Avez-vous des questions? Daniel? Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas avoir été présent à cette dernière réunion d'urbanisme, n'est-ce pas? Parce que j'étais dans un autre endroit où ce n'était pas prévu. J'ai eu connaissance, en passant au bureau du service urbanisme, des prix de vente. Je me suis seulement étonné du pourquoi du moins 10% par rapport aux tarifs des domaines. C'était ma seule remarque. C'est un certain budget, certes, mais on sait pourquoi on a fait ça, et on a un programme de dépenses avec le Moulin qui est aussi à intégrer, si je puis dire. Il y a la viabilisation qui, mon Dieu, on a vu l'appel d'offres et ça a un coût. Donc moi je pense que ce ne seront pas des prix déconnants. Maintenant, ils sont affichés, je n'irai pas contre. Ils auraient seulement été dans le respect du prix des domaines, que ça ne m'aurait pas choqué non plus. Alors en fait la commission a statué là-dessus parce que ce qui a été échangé et validé par la commission, c'est que le fait de partir un petit peu plus bas que l'estimation des domaines donnait une petite marge pour laisser les enchères se dérouler. Voilà, donc c'est plutôt dans cet esprit-là que ça a été décidé de faire légèrement en deçà, dans la marge, la fourchette autorisée par rapport à l'estimation des domaines. Je comprends mieux. Pour lancer les enchères.
si vous n'avez pas de questions, on va soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de prix plafond. Le prix plafond sera le prix 600 000, celui qui aura. C'est curieux, ça va être curieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ces propositions ou qui s'abstiennent? Bah écoutez, je vous remercie. Il nous reste 2 délibérations. Comment? Non, il y a des votes. Alors, il y a une proposition, je vais aller très rapidement, Sébastien. Il y a une proposition chez l'ICSAP comme travail, je vais rappeler. Donc, de lutte contre les déchets abandonnés, en fait, c'est une proposition d'étude d'un groupement de communes à l'initiative, en fait, de la ville de Granville, mais aussi des autres villes du canton, à savoir Donville-les-Bains, Yclon et donc nous-mêmes. Il y a un organe qui s'appelle Citeo, qui est délégué pour faire des propositions d'aide pour les communes, pour essayer de lutter, de faire un plan d'action pour lutter contre le dépôt sauvage des déchets. Et il se trouve que sur notre territoire, il y en a. Nous avons un certain nombre d'usagers qui ne souhaitent pas faire l'effort de trier leurs déchets en les introduisant dans les colonnes des points de collecte. Des usagers qui sont en résidence secondaire ou de passage et qui utilisent ces paves pour laisser les déchets ménagers encombrants n'importe comment sur ces points de collecte, mini-déchetterie à ciel ouvert, n'est-ce pas Isabelle? Et certains usagers qui considèrent ces sites comme justement des déchetteries annexes, ce qui devient un vrai problème de salubrité publique. Donc ces incivilités qui se démultiplient en plus en haute saison constituent un vrai problème de salubrité pour nos communes, un vrai handicap pour l'attractivité du territoire et une charge de travail toujours plus conséquente pour les services de propreté urbaine, double peine, puisqu'on paye la taxe ordures ménagères, la taxe sur les déchets, et en plus, on les ramasse du personnel. Les personnels municipaux font leur tournée pour nettoyer ce qui n'a pas été correctement amené là où ça devrait être amené ou trié. Donc pour agir, cet éco-organisme Citeo est susceptible de nous accompagner pour élaborer des plans de lutte contre les déchets abandonnés. Et ça va consister à faire profiter nos communes de leur expertise en la matière et de nous octroyer des financements. Un financement à hauteur de 70 000 €, un peu plus pour l'année, avec la répartition telle qu'elle figure dans le projet de délibération, à savoir pas loin de 44 000 €. C'est au prorata de la taille comment 3,5 € par habitant. Voilà, 3 €. Donc 43 953 pour Granville, 14 350 pour Saint-Père, ensuite c'est Donville, 10 783, et Yclon, 4 000. Mais nous, notre volonté n'est pas de... Oui, mais n'est pas de travailler séparément les uns des autres. C'est bien de faire un plan d'action qui a du sens à l'échelle de nos 4 communes pour notre territoire. Et c'est aussi un accompagnement qui se fera de concert avec le service déchets de GTM, pour être cohérent sur les plans d'action. Donc cette convention, elle est à signer. Elle est de 2 niveaux, selon que le groupement de communes est inférieur ou supérieur à 25 000 habitants. Et le premier niveau qui nous concerne, avec une procédure simplifiée, paraît donc le plus adapté à nos besoins. Donc ce qui est proposé ce soir, je vais assez vite, c'est de m'autoriser à poursuivre le travail avec les 4 communes de l'ancien Content pour essayer de définir ces actions, pas toute seule, on va le faire ensemble, à mettre en place et élaborer la convention de groupement de communes. Voilà, c'est ça qui vous est demandé ce soir, c'est de m'autoriser à poursuivre le travail avec les 3 autres communes. Isabelle, est-ce que tu veux compléter ? Rapidement, en fait, on parle vraiment, la compétence déchets, c'est quand même GTM, ce n'est pas la commune. Par contre, nous, on a la compétence, propreté urbaine. Donc, en fait, c'est vraiment les déchets abandonnés qu'on retrouve, soit sur notre territoire, auprès des paves, en dehors. Donc, c'est vraiment travailler dessus, mais travailler en accord, en fait, avec les 4 communes ensemble, parce qu'on a les mêmes problèmes. Et on se rend compte, en fait, que même sur les autres communes, que ce soit littoral,
même au niveau rural, c'est exactement la même chose. Donc on a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont mises en place. GTM travaille énormément pour pouvoir justement améliorer en fait les choses en faisant des animations aussi. Mais là, on est vraiment sur la propreté urbaine pour ne pas laisser. Et comme disait Madame la maire tout de suite, c'est un coût au niveau en fait de la commune énorme pour venir nettoyer, parce que c'est 1,5 agent l'été. L'hiver, on est à pratiquement 1 agent, ce qu'on ne devrait pas trouver en fait du tout en fait sur nos communes, ce que l'on ne voit pas entre autres sur d'autres communes et d'autres communautés de communes. Donc c'est vrai qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc c'est vraiment en fait de trouver des moyens, trouver des actions pour pouvoir pallier à tout ça. Merci Isabelle. Alors ce plan, c'est sur 3 ans. Et donc c'est un peu plus de 70 000 par an versé par cet organisme pour, alors sous réserve que notre dossier soit validé et que le plan d'action bien sûr soit validé. Mais c'est une opportunité qui se présente à nous, et donc ce qui est demandé ce soir en fait c'est de nous permettre de continuer à travailler sur ce projet-là. Est-ce que vous avez des questions? Préciser qui alimente l'organisme Citeo? Alors, oui, Citeo, en fait, c'est un organisme qui a été créé en 92. C'est une société anonyme. Et en fait, c'est un éco-organisme en fait, qui se finance grâce aux entreprises. Donc, entreprise, il y a des administrateurs en fait, qui sont dedans. Donc, les principaux, c'est Danone, Nestlé, Coca-Cola, enfin, toutes ces L'Oréal. Et en fait, c'est vraiment, ils sont là pour. Ils font de l'emballage, ils font. Et ceux qui. En fait, c'est un peu eux qui payent, en fait. Qui payent le recyclage. Donc, c'est nous aider, en fait, nous, nos communes, en fait, à travailler dessus, en fait. Juste autour des choses. Je trouve que c'est bien de pouvoir bénéficier de cette aide-là, parce qu'on voit bien que c'est là où ça pêche en termes de salubrité publique sur nos communes. Les communes rétro-littorales sont un peu moins victimes de ces incivilités, alors que nous, on voit bien que dès qu'il y a un pic de fréquentation à l'été, mais même le reste de l'année, on voit que les incivilités se sont démultipliées quand même. Tous les dimanches, tous les lundis matins, tous les dimanches. C'est GTM. Est-ce que GTM, ils avancent aussi sur la nouvelle déchetterie? Oui. Et puis, parce qu'il y a des incivilités, mais il n'y a pas que des incivilités, il y a aussi une organisation. Des fois, c'est pas simple en fait de mettre ses déchets quelque part, tout simplement. D'autant plus que quelques mois, quelques semaines, c'est pas que de l'incivilité. Il y en a, ça c'est clair. Mais ça suffit pas, donc il y a une réflexion plus large à avoir. Et est-ce que ce groupe-là, il va réfléchir aussi sur ça et accompagner GTM en disant peut-être qu'on peut, j'en sais rien, avoir d'autres des ramassages supplémentaires, j'en sais rien. Là, on est sur deux choses différentes. Là où l'idée, c'est d'accompagner aussi GTM sur la salubrité publique, parce qu'on voit qu'on a aussi un périmètre d'action des éboueurs qui est parfois, je veux dire, un peu limité. Il faut qu'on travaille ensemble pour que chacun définisse bien son périmètre d'action. C'est un peu subtil ce que je dis, mais c'est ça. C'est pas un travail approfondi avec GTM sur ce qui relève de sa compétence. Là, c'est GTM qui travaille sur la ZAC Buteil, avec la recyclerie qui devra voir le jour et qui résoudra les problèmes que nous avons actuellement avec la déchetterie actuelle, la vieille déchetterie qui est déjà limite à saturation. Là, GTM travaille activement sur le projet de la ZAC Bouteille. Bien inscrit dans le CPI, il n'y a pas de problème. Et entre autres, on travaille avec toutes les communes, en fait, de la côté de communes, pour trouver des moyens justement pour pallier d'incivilité ou autre, parce que des fois c'est pas de l'incivilité spécialement, c'est des gens qui ne connaissent pas, comme tu dis, ou qui ne savent pas où aller à un moment donné, en fait. Donc là, il y a un travail avec toutes les communes. On a des réunions en fait avec toutes les communes, mais en fait GTM vient voir les communes elles-mêmes pour voir les choses à mettre et pour améliorer en fait les situations, parce qu'on voit bien qu'en fait nos communes s'agrandissent toutes et on n'a pas assez de points en fait de collecte, et donc il faut améliorer les choses en fait au fil du temps. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'on a l'impression qu'en fait on n'a pas le retour et qu'on ne voit pas tout de suite
comment ça se passe et comment ça se passe bien, alors qu'on voit bien qu'il y a moins d'incivilité qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Donc il y a une amélioration quand même, mais la population augmente. Donc les villes de Granville, Yclon et Donville-les-Bains ont délibéré, il reste Saint-Père. Il vous est donc proposé de m'autoriser à poursuivre ce travail. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Eh bien écoutez, merci beaucoup. Il reste un dernier point, c'est le tableau des effectifs, le tableau des emplois, parce que, comme vous le savez, nous devons fixer cet effectif, et là on a la nécessité de créer un nouvel emploi, qui est le programmateur culturel, qu'on a évoqué la dernière fois au conseil municipal. La campagne de recrutement est lancée, on a reçu déjà des premières candidatures, et donc il faut créer au tableau des effectifs un programmateur culturel qui est un adjoint administratif, voilà, on a mis large, hein, ou un rédacteur, ça dépendra de qui on pourra recruter, sur un ETP complet, hein, voilà, à temps plein, donc. Et puis qui devra être pourvu par un contractuel. Donc il est proposé au Conseil ce soir de créer les emplois sus-mentionnés, de modifier le tableau des emplois si annexé et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des personnes qui... Je pense que personne ne va s'opposer à cette proposition pour notre office. Je vais préciser qu'effectivement ça va être un transfert aussi de finances, hein, parce que c'est un emploi effectivement pour la mairie, mais de l'autre côté, c'est une personne de moins à l'office culturel, donc c'est des fonds, il n'y aura plus de versement à l'office culturel, tout sera repris dans les finances de la commune, donc il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Mais on a précis. Donc personne ne se... Annick? Oui, et par contre l'emploi en moins à l'office culturel, on le supprime, il sera supprimé à quelle période? Il y a déjà plus personne. Quand l'EPIC disparaît. Quand l'EPIC va disparaître, automatiquement le poste de directrice disparaîtra. Personne ne s'oppose à cette proposition? Il ne s'abstient? Bah, écoutez, merci beaucoup. Il me reste à vous donner 2-3 petites informations en ce qui me concerne, mais bien sûr c'est l'occasion d'avoir des questions diverses éventuellement. J'ai reçu un courrier du GON de Normandie sur le problème des goélands nicheurs urbains. Donc on a reçu un document de synthèse qui concerne la reproduction urbaine du goéland, c'est le cas sur la ville de Saint-Père également, goéland argenté, pardon. Elle se reproduit parfois depuis longtemps sur notre commune, parfois occasionnellement. Et la carte qui était jointe fait état de la dernière enquête qui a été menée, alors c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte au Covid, 2020-2021, devrait être complétée par quelques nouvelles communes nouvellement occupées depuis ces dernières années. Certains d'entre vous nous connaissent pour les recensements que nous menons sur la commune depuis plusieurs années. Nous sommes à votre disposition pour vous informer davantage sur ce phénomène. M'autorisez-vous, conseil municipal, à demander plus d'informations, parce que moi il me semble que sur la commune de Saint-Père, on en a plus qu'on en avait des goélands. C'est-à-dire que le problème qui est jusqu'à maintenant plutôt localisé sur la ville de Granville est en train de se déplacer sur notre littoral ici. Ah bah oui, clairement. Les fientes de goélands, on en trouve de plus en plus. Je pense que la population s'agrandit aussi sur Granville, donc alors il y a des campagnes... Non mais... il y a eu des campagnes et c'est vrai que la population des goélands argentés, moi j'ai l'impression qu'elle s'est quand même développée. Donc moi je voulais vous demander votre avis. Vous êtes d'accord que je demande à ce qu'on ait plus de renseignements là-dessus? N'y a-t-il pas un lien avec les déchets dont on parlait tout à l'heure? Peut-être aussi. De toute façon, le qu'on va manger. Moi j'en ai vu sur des poubelles en train d'essayer de traverser les sacs là, pour choses qu'on va manger. Deuxième information, nous avons reçu monsieur le sénateur David Marguerite, nouvellement nommé donc vendredi. Il fait sa tournée, on lui a demandé de passer à Saint-Père et on a évoqué ensemble le problème de l'augmentation des violences intrafamiliales sur notre territoire. Donc sachez que monsieur le sénateur avait posé une question le 20 mai dernier sur cette même thématique.
La lutte contre les violences, donc je vais vous lire juste un extrait de sa question. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue une priorité nationale. Pourtant, lorsqu'une victime parvient à quitter le domicile conjugal, elle se trouve souvent confrontée à des obstacles administratifs qui rendent son relogement complexe, voire impossible. L'un des principaux freins réside dans l'obligation de justifier de sa situation pour bénéficier d'un accès prioritaire à un logement social. Ceci nous a permis d'échanger avec le sénateur sur cette problématique-là. Sur notre secteur, comme vous le savez, nous avons un manque criant de logements sociaux. Et c'est pourquoi à la ville de Saint-Père, nous avons décidé de flécher 5 logements d'urgence. On en a parlé au dernier conseil municipal. Je voulais que vous soyez informés qu'on voit que nos élus nationaux sont sur les mêmes préoccupations. Et le fait, il nous a remerciés parce que le fait d'avoir un échange en direct avec les élus de terrain lui permettent de renforcer finalement son argumentaire par rapport à cette question, et dès qu'il aura la réponse à la question qu'il a posée, il nous la fera parvenir. Dernière information, cet après-midi s'est tenue la permanence pour la consultation sur l'axe Granville-Avranches à la mairie de Saint-Père. Il y a eu beaucoup de monde, je n'ai pas les statistiques Nicolas, on ne sait pas exactement combien de personnes sont passées, mais les commissaires enquêteurs ont reçu beaucoup de gens, avec des profils très variés. Il y avait beaucoup de monde à la réunion publique la semaine dernière, jeudi dernier, à Granville. Sachez que les prochaines permanences se dérouleront désormais à la rentrée, au début septembre pour Saint-Plancher, le 4. Le 10 septembre, il y aura une réunion publique à Foligny. Le 12 septembre, une permanence à Saint-Pierre-Langer. Et le 18 septembre, une réunion publique à Sartilly, avec une clôture de la concertation pour le 22 septembre. Il y a aussi des gens qui arrivent en mairie régulièrement et qui viennent consulter les documents qui sont en consultation libre dans le hall de la mairie. Donc j'invite toutes les personnes à participer à cette enquête publique. Voilà, pour ce dossier. En ligne, on peut déposer. Et en ligne aussi, bien sûr, on peut déposer. Et tu vas à l'atelier de demain soir aussi. Oui, il y a un atelier. Nous avons, pour la ville de Saint-Père, on a été conviés à 2 temps de concertation, enfin de travail plutôt. Il y a un atelier de travail demain soir à la CCI. Donc je m'y rends avec 2 ou 3 personnes, je ne sais plus qui, mais voilà. Et il y a aussi jeudi soir un autre atelier, toujours à la CCI, sur la thématique... une thématique, me semble-t-il, plus globale, avec les enjeux environnementaux et d'aménagement, enfin voilà, plus global. Là, ça concerne plus les habitants, demain soir, et riverains notamment. Et jeudi soir, j'irai aussi, là, c'est une approche un peu plus inclusive, on va dire, par rapport au projet. Mais le nombre d'invités est réduit. On est sur des ateliers de travail, on n'est pas sur la réunion publique ou les permanences. Pas du tout, non. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer. Non. Bah, écoutez, Jean-Michel. Je vais compléter mon information sur la VAP suite à une remarque. En fin de compte, il y a une association qui nous a beaucoup aidé, c'est l'association de M. Cabos, et en particulier M. Jacques Villeneuve qui nous a particulièrement bien aidé pour le recensement de tout l'aspect patrimonial. Il faut aussi remercier dans le travail qui a été fait ces dernières années. Et je vous rappelle que demain commence notre premier concert sur la place Charles de Gaulle. Venez nombreux. Merci. Merci Jean-Michel. On va pouvoir clôturer la séance. Merci. Une bonne soirée. Merci beaucoup.